D'accord. Eh bien, bonsoir à tous. Merci beaucoup de vous joindre à nous ce soir pour notre webinaire, le crédit d'impôt pour personnes handicapées, le CIPH, pour les patients atteints d'un cancer de la vessie avec l'infirmière Valérie Chaplin qui nous joint en tant que conférencière. Je suis Marie-Lou Cameron, la coordinatrice bilingue des programmes chez Cancer de la vessie Canada. Je suis très heureuse que vous vous joigniez à nous pour en apprendre plus et pour vous donner des moyens d'agir grâce à ces connaissances. Avec la hausse des taux d'inflation, le besoin d'aide financière de notre communauté a augmenté. Nous avons reçu un afflux de demandes d'informations sur la couverture des médicaments et des accessoires, les programmes provinciaux pour les personnes à faible revenu, les crédits d'impôt pour personnes handicapées, la façon de présenter une demande et bien d'autres choses encore. Chez Cancer de la Vessie Canada, nous nous engageons à répondre aux besoins de notre communauté et c'est ça l'objet de la séance de ce soir. Fournir aux patients et aux médecins des outils nécessaires pour augmenter les taux de réussite lorsqu'ils présentent une demande de crédit d'impôt pour personnes handicapées. D'accord. Donc, avant de commencer la séance, rappelons-nous de quelques petites consignes. Vos micros et caméras resteront éteints pendant toute la durée de la session. Cependant, nous aimerions savoir qui est avec nous ce soir. Veuillez indiquer votre nom et votre lieu de résidence si vous le souhaitez dans le chat. N'oubliez pas que le contenu des webinaires est destiné uniquement à l'échange d'informations et ne doit pas être considéré comme un avis médical. Demandez toujours à votre médecin et ou à votre urologue pour votre traitement unique. Si vous avez des difficultés, je vais surveiller le chat et il me fera un plaisir de vous aider ce soir. Et maintenant, j'ai l'honneur de vous présenter notre conférencière pour la soirée, Valérie Chaplin. Valérie a obtenu sa certification comme infirmière en plaie, stomie et continence et elle est infirmière clinicienne spécialisée en soins de plaie, stomie et continence à l'hôpital Munford d'Ottawa depuis 2013. Elle participe là-bas également à la formation du personnel infirmier et médical. Elle est largement impliquée au sein des infirmières spécialisées en plaie, stomie et continence Canada. Elle contribue à la diffusion des documents produits par l'association pour l'ensemble de la communauté franco-canadienne. Elle est également auteure et co-directrice d'un volumineux ouvrage en soins de plaie paru en 2023 aux presses de l'Université Laval. Nous sommes ravis de collaborer avec la Société canadienne des stomisés et infirmières spécialisées en plaie, stomie et continence Canada pour ce webinaire. Après la présentation de Valérie, je vous parlerai de nos nouvelles ressources pour le CIPH. Donc maintenant, je vais passer la parole à Valérie. Merci beaucoup. Alors, je vais simplement aller voir. Vous devriez voir mon écran. Je veux juste m'assurer que c'est le cas. Oui, on le voit bien. On le voit bien. Parfait. Je vais juste diminuer certaines des petites vignettes de mon côté pour pas être dérangée par tout ça. Excellent. Alors, laissez-moi juste trouver. Parfait. Alors, bienvenue à cette session virtuelle d'information pour justement vous un peu vous accompagner à travers le formulaire en fait de crédit d'impôt pour personnes handicapées de l'Agence du revenu du Canada. Il existe déjà des ressources, peut-être que vous êtes déjà au courant, mais aujourd'hui, en fait, on se concentre justement sur la nouvelle ressource qui est établie par Cancer de la Vessie Canada et qu'on va vous présenter aujourd'hui. C'est un bel exemple, en fait, de euh, l'accompagnement qui peut être offert à la population qui vit des défis par rapport à l'élimination, entre autres ce soir urinaire. Et vous êtes en fait là au centre de ce processus et on est bien content, et moi la première, de pouvoir vous accompagner en fait dans souvent ce dédale administratif là, pour avoir droit en fait à des crédits d'impôt. Alors, le document qui va vous être présenté est vraiment un guide qui va vous expliquer comment remplir le formulaire de demande de crédit d'impôt pour personnes handicapées de l'Agence du revenu du Canada pour les personnes qui ont une déficience liée aux fonctions d'élimination de l'intestin ou de la vessie. Mais évidemment, aujourd'hui, on se concentre plus sur le volet urinaire, mais sachez que c'est tout à fait le même formulaire là, pour les défis d'élimination au niveau intestinal. Alors,
On peut consulter le site web du crédit d'impôt pour personnes handicapées ou de l'Agence du revenu du Canada pour obtenir plus d'informations. Également, je vous envoie au site web de la Société canadienne des personnes stomisées, qui est un site web seulement en anglais, mais où on peut vous donner aussi des conseils supplémentaires. Alors, qu'est-ce que c'est ce fameux crédit d'impôt pour personnes handicapées? C'est un crédit d'impôt qui provient de l'Agence du revenu du Canada, qui est non remboursable et qui est accordé à une personne qui a une déficience physique ou mentale. Ça pourrait être, par exemple, un handicap à la marche ou à l'audition. Ou encore, et c'est le cas qui nous intéresse plus particulièrement ce soir, aux difficultés d'élimination urinaire ou fécale. Alors, ça peut être quand même une portion large. Il faut voir la personne handicapée, mais ça pourrait être un membre désigné de sa famille aussi qui puisse réclamer là, le crédit. Donc, faut simplement aller bien lire là, pour s'assurer là, que la personne qui, oui, a le handicap, même si j'aime pas trop utiliser ce mot-là dans le contexte d'une stomie, mais c'est le vocabulaire qui est utilisé. Donc, il faut bien s'y conformer, mais ça pourrait être une personne désignée de la famille aussi là, qui puisse le réclamer. Alors, comme il n'est pas remboursable, c'est un montant, en fait, c'est un crédit d'impôt qui va réduire le montant de l'impôt sur le revenu qui doit être payé par cette personne-là. L'éligibilité va être basée sur le diagnostic, excusez-moi, n'est pas basée sur le diagnostic, mais plutôt sur les effets de cette déficience physique ou mentale et sur l'effet que ça a sur la capacité à effectuer les activités de base de la vie quotidienne. C'est des mots qui sont quand même importants parce que là, on ne touche pas, il ne faut pas aller commencer à toucher à le fait qu'une diversion urinaire, par exemple, a un impact sur votre capacité à travailler. C'est pas ça qu'on vise, ça vient pas compenser cet élément-là. On vient vraiment travailler, on va vraiment essayer de compenser les effets de l'activité de la vie quotidienne. Alors, quel est le processus en gros? Fait que la fameuse personne, donc un peu comme ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, ça peut être l'époux, le conjoint de fait, ça peut être le parent d'un enfant mineur, le frère, une sœur, un autre membre de la famille peut présenter la demande pour la personne handicapée. Alors, la personne qui demande le crédit d'impôt doit être atteinte de la maladie qui a modifié le processus d'élimination d'urine ou des selles ou des deux. Hein? Alors, il y a des critères, c'est un peu là, les éléments à cocher. Donc, on doit avoir, bon, ici c'est écrit une stomie, là, mais c'est vraiment une diversion urinaire. Alors, oui, la stomie fait partie de ça, mais vous pourriez avoir une néovéssie, par exemple, ou des choses comme ça, puis ça vous rend quand même éligible. Là. Donc, il faut avoir une déficience au niveau de la capacité d'élimination qui doit être permanente ou temporaire, mais depuis au moins 12 mois. Alors, c'est sûr que si vous avez une dérivation urinaire permanente, puis que ça fait 6 mois que vous l'avez, mais elle est permanente. Là. Vous savez que dans 12 mois, vous allez l'avoir. Fait que vous pourriez faire la demande quand même anticipée, je vais mettre entre guillemets anticipée, mais il faut juste savoir que le critère là, du 12 mois est quand même important. Donc, si ce n'est pas certain que vous l'ayez encore dans 12 mois, vous devez quand même vous attendre à ce moment-là d'avoir le 12 mois de compléter. Mais c'est un élément important, c'est un élément clé, là, cette espèce d'année qui doit être écoulée. Le changement par rapport à un schéma d'élimination normal doit vraiment être important, il doit être là tout le temps ou vraiment la majorité du temps, c'est-à-dire par exemple 90% du temps. Un bel exemple là, pour vous l'imager, alors si vous êtes par exemple porteur d'un conduit léal, d'une urostomie, là,
d'une dérivation urinaire pour l'urine qui inclut, par exemple, le port d'un sac à urostomie, mais c'est sûr que votre sac, là, vous devez le porter 100% du temps. Comprenez-vous? Alors, votre schéma d'élimination, là, il est 100% du temps euh, différent, hein. Il y a eu un changement qui est constant par rapport à ça. Alors, c'est juste pour vous l'imager. Et on doit montrer que vous prenez un temps supérieur, un temps qui dépasse ce que les gens qui n'ont pas votre diversion urinaire, par exemple, euh, euh, le temps est nécessaire là, pour gérer cette fonction intestinale ou vésicale. Alors ça, c'est un peu comme les grands critères de base. Ensuite, il faut que le médecin ou l'infirmière praticienne remplisse la deuxième section du formulaire qu'on va regarder en détail là, tout à l'heure ensemble. Là, inquiétez-vous pas. Ça n'a pas besoin d'être votre chirurgien, là. Ça n'a pas besoin d'être celui qui a fait votre chirurgie. Ça peut être votre médecin de famille, votre infirmière praticienne. Alors, ça n'a pas besoin d'être le médecin spécialisé qui remplisse la demande. Alors, c'est important parce qu'il doit certifier en fait votre demande de crédit d'impôt. Et finalement, l'Agence du revenu du Canada va approuver la demande. Alors, où se trouve le formulaire? Le formulaire a un nom, là, un numéro, fait que c'est le T2201, qui est le crédit d'impôt pour personnes handicapées. On peut le récupérer directement au bureau d'un centre de service Canada de votre localité, ou il peut être téléchargé à partir du site web de l'Agence du revenu du Canada. Alors, si vous le téléchargez, bien là, vous pouvez sauvegarder ce formulaire sur votre ordinateur ou là, vous pourrez le remplir directement puis le sauvegarder à nouveau. Ensuite, bien, vous aurez le choix. Soit que vous l'imprimez puis vous l'apportez chez votre médecin de famille ou bien vous l'envoyez par courrier électronique au bureau de votre médecin. Là, quand je dis médecin, ça peut être votre infirmière praticienne, évidemment. Vous pouvez directement, pas du tout le télécharger ou pas du tout le remplir à travers là, votre ordinateur, mais décider de le remplir vraiment à la main. Mais là aussi, là, il faut que vous fassiez parvenir ce formulaire-là éventuellement à votre médecin de famille. Alors, dans votre cas, vous allez avoir seulement la partie A à compléter qu'on va regarder ensemble. Alors, on va regarder le formulaire. Alors, c'est un formulaire de plusieurs pages, vous allez voir. Par contre, si vous n'avez qu'une seule déficience, c'est ce que je prends pour acquis ce soir, d'accord? C'est que vous avez seulement la fonction d'élimination à compléter. Bien, il y a beaucoup de pages, en fait, qui ne seront pas à compléter dans votre cas. Mais pour tout le monde, la partie A doit absolument être complétée, c'est-à-dire qu'on identifie ici la personne qui présente la déficience et on doit vraiment l'identifier avec les éléments là, classiques d'identification. La partie 2, la petite section 2 ici, c'est vraiment seulement à compléter si vous faites la demande pour la personne handicapée. Alors, si ce n'est pas vous qui êtes la personne qui a la déficience et que vous le faites en son nom, vous devez compléter cette partie-là et le signer au bas de ce formulaire-là. Mais la majorité, je vais prendre pour acquis que la majorité des gens qui nous écoutent ce soir vont avoir dans la première situation vraiment la section 1, c'est-à-dire que c'est vous pour vous-même, vous complétez le formulaire en haut et c'est pas là que vous allez signer à la prochaine page en fait. Alors, à la suite, à la section 3 là, de ce formulaire-là, vous allez avoir à cocher des oui puis des non. Alors, c'est la section où, en fait, l'Agence du revenu du Canada vous demande la permission d'aller voir dans vos déclarations antérieures pour voir si vous avez, en fait, vous êtes éligible à ce qu'ils fassent comme une rétroaction. Évidemment, si vous venez tout juste d'avoir votre dérivation urinaire, ben, vous y aurez probablement pas le droit parce que ça démarre en fait cette éligibilité-là vraiment au moment de votre diagnostic, là, le moment où la date là, où vous avez vraiment ce handicap-là qui est arrivé.
Euh, mais par contre, on a peut-être parmi nous des gens qui avaient aucune idée qu'ils avaient droit à ce crédit d'impôt-là et ça fait peut-être 15 ans qu'ils ont une dérivation urinaire. Alors ici, on vous invite fortement en fait à inscrire oui, que vous autorisez l'Agence du revenu du Canada à aller vérifier dans vos années antérieures pour qu'ils puissent faire un redressement si vous êtes admissible. Pour votre information, l'Agence du revenu du Canada va jusqu'à 10 ans en arrière. Donc, c'est juste pour que vous sachiez. Là. Fait que même si ça fait 40 ans que vous avez votre dérivation urinaire et que vous n'avez jamais profité en fait du crédit d'impôt, ben sachez que au moins ben, ils vont aller jusqu'à 10 ans en arrière. Et c'est vraiment à la fin là, de cette section-là que vous apposez votre propre signature. Ensuite, on tombe sur la partie B. Fait que là, c'est sûr que si vous épluchez le formulaire vous-même, vous allez voir que la fonction d'évacuation est quand même plus loin là, en arrière. Vous allez arriver avec audition, la marche, etc. Donc, vous vous concentrez sur la section qui vous concerne. Et cette section-là doit être complétée par votre médecin ou votre infirmière praticienne. Par contre, on vous invite fortement à fournir de l'information sur votre situation personnelle, sur une feuille séparée, par exemple, pour aider à remplir cette section. Parce qu'il ne faut pas juste écrire oui ou non, il faut quand même donner des informations. Il faut quand même que la personne là, qui le remplit, qui va le certifier, puisse donner des exemples. Et il y a des mots-clés qui vont vous aider à un peu garantir le succès de votre demande. C'est-à-dire qu'il faut mettre cette espèce d'emphase sur le temps excessif pour gérer personnellement votre fonction intestinale ou vésicale, ou si c'est avec l'aide du conjoint, du partenaire, là, vous pouvez tout à fait l'indiquer aussi, que la chirurgie, par exemple, a entraîné une restriction marquée de vos possibilités d'élimination, que vous devez utiliser un dispositif, que vous devez utiliser, par exemple, un sac pour retenir votre urine, etc. Donc, il faut quand même donner là, des exemples de ce que ça a eu comme impact sur votre vie. Encore une fois, vraiment ne pas mettre de détails sur le fait que ça vous empêche, par exemple, de travailler. Vous risquez même de compromettre votre éligibilité parce que c'est vraiment pas le but de ce programme-là. Donc, c'est vraiment sur l'impact sur la vie quotidienne. Euh, les différentes, il y a différents documents qui peuvent vous aider à vous donner des idées. On en a vu un, là, j'avais mis celui là, de la Société canadienne des personnes stomisées, où on offre aussi des éléments intéressants. Et tout à l'heure, dans la deuxième partie de la présentation de ce soir, Marie-Lou, en fait, va vous présenter un très beau document qui vraiment va vous permettre de vous aider à mieux accompagner médecins et infirmières praticiennes à bien compléter le formulaire avec des exemples là, de choses qui peuvent être inscrites. Alors, si vous avez plus d'une déficience, c'est pas le but de la présentation ce soir, mais sachez que, en fait, il existe une des pages vers la fin du formulaire, là, où on peut mentionner, en fait, l'effet cumulatif de différentes limitations. Là aussi, ça doit être complété par médecin ou infirmière praticienne. Finalement, à la fin du formulaire, il est important pour le médecin ou l'infirmière praticienne de bien compléter et venir signer le document qui certifie en fait que les informations qui sont là sont valides. Alors, moi, j'ai déjà vu des formulaires refusés parce que ça n'avait pas été signé, par exemple, ou parce que ça n'avait pas été daté. Alors, les informations qui sont là, c'est pas anodin. On veut le numéro de téléphone, il faut que ce soit inscrit. Alors, il faut juste s'assurer puis mettre l'emphase là, auprès de votre médecin ou infirmière praticienne de bien compléter toute l'information qui est là pour pas avoir de mauvaises surprises là, puis de devoir recommencer tout le processus. Dans le bas de ce formulaire-là, on indique à quel endroit envoyer le formulaire une fois qu'il est complété. Il peut être envoyé en ligne
ou encore par la poste, là, mais on vous dit où. Fait que selon la région où vous êtes au Canada, ben, vous pouvez voir là où envoyer les choses. Alors, la décision de l'Agence du revenu du Canada prend à peu près 8 semaines, là, ça prend un bon 2 mois là, à compter de la date où, évidemment, où le formulaire a été soumis là, une fois complété. Alors, si le formulaire traîne dans le cabinet du médecin ou de l'infirmière praticienne pendant 3, 4 semaines, évidemment, ça ne fait pas partie du délai de 8 semaines. Il faut bien se comprendre. C'est le 8 semaines une fois que l'Agence du revenu du Canada a reçu le formulaire. Il se peut que l'agence demande en fait à votre médecin traitant plus d'informations s'il juge que c'était pas suffisant. Fait que ça, c'est possible. Si vous avez toujours pas de nouvelles dans les 8 semaines, là, une fois que les 8 semaines se sont écoulées, ben d'abord, vérifiez auprès de votre bureau du médecin si vous êtes pas vous-même reparti avec le formulaire complété. Là, si c'était laissé au bureau, vérifiez que ce soit bien complété pour que vous puissiez après ça appeler puis savoir là, que effectivement à telle date ça a été envoyé, etc., pour que vous soyez prêt. Mais vous pouvez appeler pour vous renseigner. Alors, si la demande est approuvée, euh, vous allez en fait recevoir une lettre qui va vous l'indiquer et vous pourrez demander le crédit d'impôt sur votre déclaration d'impôt sur le revenu. Si vous avez demandé un redressement pour des années antérieures, alors une fois que la demande est acceptée, il faut juste savoir que ça peut prendre quand même plusieurs semaines avant de recevoir le chèque là, de rétroaction. Sachez aussi qu'au fil des ans, l'Agence du revenu du Canada, même une fois approuvée, pourrait vous demander de présenter une nouvelle demande. Donc, après 3, 4, 5 ans, ça se peut que vous receviez une lettre. Ça va être aussi inscrit sur votre avis de cotisation de déclaration de revenus que vous devez refournir le formulaire. Ce n'est pas un formulaire différent. On reprend tout le processus comme si vous aviez jamais fait de demande. Fait qu'il faut vraiment recompléter le formulaire. Sachez que ça se peut que ça arrive. Moi, j'ai des patients où ça leur est jamais arrivé, puis j'en ai où c'est arrivé. Donc, soyez juste au fait, là. Puis, c'est pas un formulaire spécial. Cherchez pas un formulaire de renouvellement. C'est vraiment le même formulaire. Sachez aussi que si vous êtes approuvé, ça peut vous ouvrir la voie à d'autres programmes fédéraux, provinciaux, territoriaux, par exemple, régime enregistré d'épargne invalidité, prestations pour travailleurs canadiens, pour enfants handicapés. C'est vraiment pas le but ce soir d'explorer ça, mais sachez, gardez l'œil ouvert. Sachez que si vous êtes accepté, vous avez peut-être droit aussi à d'autres programmes. Si la demande est refusée, vous devriez recevoir un avis qui va vous expliquer pourquoi ce n'est pas. Alors, ça se peut que le formulaire n'a pas été rempli correctement. Ça se peut qu'il manquait d'exemples, d'informations là, pour étoffer, en fait, la preuve de l'impact de la déficience. Donc, ça vaut la peine de réessayer. Alors, ce qui a été présenté jusqu'à maintenant, c'est vraiment élaboré par le British Columbia Nursing Ostomy Committee qui a vraiment révisé l'information qui est là pour s'assurer que c'était pertinent. Et je vais rester en ligne pour la période de questions tout à l'heure, mais je vais maintenant passer la parole à Marie-Lou. Merci beaucoup, Valérie, pour votre présentation. D'accord, je vais repartager mon écran ici. D'accord, ouais. Donc, merci Valérie, c'était super intéressant. Et maintenant, on va passer à la partie qui parle un peu plus des ressources de Cancer de la vessie Canada que nous, on a développées, ainsi que je vais focuser un peu plus sur la partie B qui est pour les professionnels de la santé. OK? Donc, comme nous l'avons mentionné au début de notre séance, nous avons constaté une augmentation de questions concernant l'aide financière pour les personnes vivant avec une dérivation urinaire. Nous savons que de nombreuses personnes avec une néovessie, une poche d'Indiana ou bien un conduit illégal ont demandé avec succès le crédit d'impôt pour personnes handicapées, le CIPH, mais nous avons aussi également entendu parler de nombreuses personnes dont la demande a été refusée ou qui ne savent pas comment
commencer à faire la demande. Donc, c'est ça le but derrière nos nouvelles ressources que vous pouvez voir ici sur notre site Internet. Pour répondre à ce besoin, nous avons créé le guide du crédit d'impôt pour personnes handicapées pour les professionnels de la santé et on a aussi ajouté toutes ces ressources-là sur la page web. Ces ressources sont conçues pour aider les patients et les médecins à trouver les termes et les bonnes expressions pour exprimer avec précision l'impact d'une dérivation urinaire sur la vie quotidienne, ce qui rend le patient admissible au CIPH. Teresa partagera le lien vers ces nouvelles ressources dans le chat maintenant, comme ça vous pouvez les parcourir sur le site Internet. Avec nos ressources pour le CIPH, nous nous engageons à faire en sorte que toutes les personnes vivant avec une dérivation urinaire puissent avoir accès aux bénéfices auxquels elles ont droit. Sur ce, je vais maintenant présenter notre page web un peu plus en détail et aussi notre guide à l'intention des professionnels de la santé. Je tiens aussi à remercier Cheryl Carley, une comptable professionnelle agréée de plus de 30 ans, qui a présenté cette section pour notre webinaire anglophone hier. Je me permets de suivre ses notes qu'on a traduites en français. Donc, petite introduction ici en haut de la page au crédit d'impôt pour les personnes handicapées, CIPH. Je vais continuer à dire CIPH pour le reste de la présentation vu que c'est un peu plus court. Donc, les crédits d'impôt non remboursables réduisent le montant de l'impôt que vous devez payer. Il peut s'agir d'une réduction de l'impôt dû ou d'un remboursement d'impôt plus important. L'éligibilité est basée sur les effets d'une déficience physique ou mentale et sur l'effet de cette déficience sur votre vie quotidienne. Donc, comme Valérie en a parlé, vie quotidienne, c'est un mot clé ici. Pensez aux choses fondamentales que vous faites chaque jour pour vivre, comme marcher, vous nourrir et vous habiller, être capable de voir ce que vous faites, de parler à ceux qui vous entourent et les entendre. Il est important de constater que l'entretien ménager n'est pas considéré comme une activité de la vie quotidienne. Je pense que ça vient souvent sur les formulaires, donc on l'a précisé, la comptable l'a précisé que ça ne constitue pas une activité de la vie quotidienne. L'éligibilité est basée sur la façon dont votre handicap affecte vos fonctions quotidiennes. Encore une fois, le diagnostic d'une affection médicale ne signifie pas que vous avez droit au CIPH, mais il peut faire la différence dans l'établissement de l'admissibilité. OK. Comme indiqué dans la documentation, la vie quotidienne n'a rien à voir avec votre capacité à travailler. Toute référence au travail dans le formulaire de CIPH sera rejetée. Très important à noter, il ne faut pas inclure ce mot-là. Tout appel à cette décision sera également automatiquement rejeté s'il contient encore le mot travail. Les incapacités de travail sont traitées dans le cadre des prestations d'invalidité du régime de pension du Canada, le RPC. Les troubles de la vie quotidienne sont traités dans le cadre du CIPH. Il faut s'assurer de ne pas confondre les deux dans cette situation-là. Donc, avant de commencer de parler plus en détail de la section du particulier et aussi la section pour les professionnels de la santé, on va parler de juste quelques points importants et de vocabulaire qui est utilisé dans le CIPH. Donc, comme Valérie en a discuté, l'handicap doit vous affecter 90 du temps. Ce point est d'une importance capitale. Si ce n'est pas le cas, le CIPH sera refusé. Cela ne veut pas dire que 90 des 24 heures d'une journée. Cela signifie que l'handicap vous affecte 90 ou plus du temps pendant lesquels vous exercez la fonction d'élimination. OK? Le terme excessif désigne un temps inhabituel par rapport à quelqu'un d'autre du même âge. Comme indiqué dans la documentation, cela signifie qu'il vous faut au moins 3 fois plus de temps qu'une autre personne du même âge pour effectuer une activité quotidienne spécifique permettant de bénéficier du CIPH. Il doit s'agir de l'activité correspondant au CIPH et non d'une autre activité qui n'a rien à voir avec la qualification pour le CIPH pour la demande que vous faites. Si vous n'êtes pas sûr du nombre d'heures nécessaires, restez à l'écoute. On va en parler un petit peu plus tard de comment découvrir ça et de calculer tout ça. Nettement limité. Qu'est-ce que ça signifie? C'est dans le CIPH. Donc, ça veut dire qu'il faut beaucoup de temps, au moins encore une fois, 3 fois plus que la norme pour accomplir l'activité quotidienne, même avec une assistance telle qu'une thérapie, des appareils ou des médicaments. Il est important d'inclure tous les médicaments, appareils et thérapies concernés. Si ces éléments ne sont pas inclus, le CIPH pourrait être refusé parce qu'il semble que vous n'avez pas utilisé des médicaments, d'appareils ou des traitements pour améliorer votre condition en premier. Sévère et prolongé. Qu'est-ce que ça veut dire? Même avec de l'aide, votre capacité à accomplir les fonctions quotidiennes de la vie est fortement diminuée et devrait durer au moins 12 mois. Donc, comme Valérie en a parlé, c'est après la période de 12 mois.
Prenez note qu'il peut y avoir des frais aussi qui vous soient facturés par votre professionnel de la santé quand ils vont remplir ce formulaire. Par exemple, si les frais sont facturés pour le formulaire, ils constituent une dépense médicale déductible dans votre rapport d'impôt. Donc, gardez les détails pour ça et vous pouvez l'inclure dans votre prochain rapport d'impôt. Donc, ça, c'est les ressources ici sur le site. Donc, la section du particulier, je ne vais pas trop en parler parce que Valérie a déjà couvert un peu, mais on a inclus toutes ces petites notes et ces petites astuces sur la page ici. Donc, vous pouvez les voir en plus de détails. Et on a aussi inclus des modèles de lettres de présentation qui ne sont pas obligatoires, mais que vous pouvez utiliser en référence et les ajouter à votre demande. Par exemple, veuillez noter que ça, c'est des modèles de lettres, donc ils ne devraient pas être copiés à la lettre exactement. Il faut certainement utiliser vos propres termes, ce qui applique à vous et modifier. OK? Après ça, on a aussi la section pour les professionnels de la santé qui vous apporte à imprimer ou télécharger un PDF ou vous pouvez commander même l'exemplaire par courrier si vous préférez une copie physique. Je vais passer aussi. Ça, voici le formulaire ici qui va parler un peu plus de la partie B du CIPH qui concerne les professionnels de la santé, donc soit médecins ou infirmiers praticiens, comme on en a discuté. Et ça, c'est un guide qui est destiné à les aider à compléter cette section du CIPH pour leurs patients. En tant que particulier, on vous encourage tout de même à lire cette section et ce guide pour aider votre médecin aussi. Il est important de comprendre cette section pour être en mesure de faire valoir vos droits. Il est rare que les médecins sachent ou comprennent parfaitement ce que vous vivez à chaque jour. Vous devez donc être en mesure de vous exprimer confortablement avec eux et de décrire votre situation aussi. Donc, voici le guide. On va passer à la table des matières. Ici, comme vous pouvez constater, on parle un peu plus du CIPH, un peu ce que je viens de parler en petite introduction. On a des remarques importantes à suivre. Et après ça, ça va être divisé en sections pour chaque dérivation urinaire. Donc, il y a l'urostomie, la néovessie, la poche d'Indiana. Après ça, on parle un peu plus des questions qui vont être reliées à toutes sortes de dérivations urinaires, l'attestation, puis après ça, les remerciements et un peu plus de nos autres ressources qui sont disponibles. Donc, continuons dans le guide. Donc, encore une fois, c'est un guide destiné aux professionnels de la santé. Et on a souvent la question, quel médecin doit remplir le formulaire de CIPH? Donc, si vous avez une équipe de médecins, réfléchissez à celui qui connaît et comprend le mieux votre situation et qui vous défendra. Il ne s'agit pas nécessairement de votre urologue, ça peut être un médecin de famille ou un autre médecin qui est relié au dossier. Ne prenez pas rendez-vous avec n'importe quel médecin pour seulement faire remplir le formulaire. Certains médecins refusent de remplir le formulaire. Si cela vous arrive, demandez à un autre médecin de votre équipe de remplir le formulaire. Assurez-vous que le médecin qui remplit votre formulaire est à l'aise et veut vous aider avec le CIPH. Le médecin qui signe doit appartenir à une catégorie pertinente à votre handicap, donc comme on dit, relié au dossier et qui vous connaît bien, qui peut bien parler pour vous et exprimer ce qui se passe dans votre vie quotidienne. D'accord, continuons. Important à noter ici. Donc, la demande doit être détaillée. Il est donc important d'étudier le dossier du patient et de s'entretenir avec lui pour bien comprendre sa situation. Veuillez à indiquer sur la demande la date exacte à laquelle l'invalidité a débuté, car cette date peut avoir une incidence considérable sur la situation financière du patient. Des ajustements sont souvent nécessaires parce que les médecins ont indiqué la date à laquelle ils ont rempli le formulaire au lieu de l'année du diagnostic. Donc, en tant que patient, très important à revoir la demande, s'assurer que toutes les informations fournies par votre médecin sont bel et bien correctes et qui correspondent à votre situation. Le guide met l'accent sur la partie évacuée de la demande, mais veillez à passer en revue toutes les sections afin d'identifier tout autre handicap admissible concernant le patient, ce qui peut augmenter les chances d'approbation du CIPH. Donc, s'il y a un autre handicap, comme Valérie l'a mentionné, il y a d'autres pages à remplir dans le CIPH, mais pour ce soir, nous, on reste focusé sur l'évacuation et élimination. Et ne mentionnez absolument pas le mot travail, encore une fois, dans ce document. OK? Après ça, on passe ici. Vous pouvez voir, donc ça va expliquer chaque question et on a inclus un petit modèle de ce que la réponse pourrait ressembler. Donc, c'est certain que la réponse va être personnalisée pour chaque personne et va dépendre de la situation, mais vous avez un petit modèle de à quoi ça peut ressembler. Votre professionnel de la santé devra répondre à des questions concernant votre santé et vos limitations. Il est donc très important qu'il comprenne bien votre situation. Comme vous pouvez constater sur le guide, ces questions nécessitent que votre professionnel de la santé puisse bien détailler votre condition.
Pour aider votre professionnel de la santé, tenez un journal pendant un certain temps avant de remplir le CIPH. C'est une recommandation que nous on a. Comme ça, le médecin peut bien comprendre votre situation. Notez le temps passé, le nombre de fois par jour et ou par nuit, et ce que vous devez faire au-delà de ce qu'une personne ayant une vessie devrait faire. Cela inclut les processus que vous devez effectuer avant et après l'élimination et toute assistance dont vous avez besoin. N'oubliez pas les problèmes d'incontinence et le temps qu'ils impliquent. Il n'est pas nécessaire d'utiliser un chronomètre pour suivre le temps, mais seulement de faire une estimation. Si votre sommeil est perturbé, veillez à inclure cette information et ce que cela implique dans votre quotidien. Indiquez également le temps et les activités de prévention des infections et de récupération. Remettez au médecin une copie de votre journal, cela l'aidera à comprendre. Si l'Agent du revenu du Canada a besoin d'informations supplémentaires, le médecin peut soumettre une copie de votre journal avec votre demande. Le journal peut être essentiel pour aider l'agence à comprendre votre situation. Ne présumez pas que la personne qui lit le formulaire ou votre journal connaisse bien votre situation. Votre formulaire est d'abord traité par un agent administratif. Ce dernier peut avoir très peu de connaissances médicales. Votre journal peut aider à répondre à ces questions. Assurez-vous que le formulaire précise que la vessie a été enlevée, entre guillemets. Encore une fois, cela permet de clarifier votre situation pour l'agent qui examine votre formulaire et qui a le pouvoir de rejeter la demande. Donc, on veut s'assurer que c'est dans un langage assez simple que tout le monde peut comprendre, incluant l'agent administratif qui peut recevoir la demande, qui n'a peut-être pas de connaissances médicales ou qui ne connaît pas votre situation particulière. Ici, on a aussi quelques réponses pour les autres questions. Donc, encore une fois, c'est à adapter à votre propre situation. Et c'est la même chose qui a été faite pour chaque dérivation spécifique. Donc, en premier, c'est l'urostomie. La néovessie, vous allez voir, les phrases vont changer parce que certaines choses s'appliquent à une dérivation et certaines choses ne s'appliquent pas. Et après ça, la poche d'Indiana aussi. Et après ça, on passe à une section pour toutes les demandes, peu importe la dérivation. L'effet cumulatif des limitations significatives. Donc, si vous avez d'autres handicaps à faire valoir, votre médecin devra également remplir la section Effet cumulatif des limitations considérables à la page 14 du CIPH. Veuillez noter que même si l'élimination ne permet pas d'atteindre 90% ou plus du temps, l'inclusion d'effets dans d'autres catégories peut faire la différence dans votre demande si vous êtes atteint de d'autres limitations. Ne- euh, Après ça, inscrivez l'année où l'effet cumulatif a commencé. Ceci n'est pas la date quand le médecin remplit le formulaire. Encore une fois, s'assurer que c'est la bonne date. OK. Cette section demandera à votre médecin de prouver cet effet cumulatif et c'est ici que votre journal peut vraiment faire la différence et peut aider votre médecin à comprendre. L'attestation qui est obligatoire ici. En tant que médecin, assurez-vous de remplir cette section avec vos informations personnelles et n'oubliez pas de signer le formulaire. Et en tant que patient, assurez-vous que ça a bien été rempli jusqu'à la fin. La plupart des cabinets médicaux envoient eux-mêmes le formulaire. En tant que personne qui demande le CIPH, conservez une copie du formulaire avant de vous rendre au cabinet médical. Demandez une copie du formulaire une fois que le médecin l'a rempli. Donc, on fait une copie avant qu'on garde à la maison avec nos réponses, on l'apporte au cabinet médical et on demande une copie après que le médecin l'ait complété. Comme ça, on a toute la documentation de notre côté. Il est préférable d'envoyer le formulaire du CIPH à l'Agence du revenu Canada avant de remplir votre déclaration d'impôt sur le revenu des particuliers. Le traitement du CIPH peut prendre des mois, comme Valérie en a parlé, et dans l'intervalle, l'Agence du revenu Canada pourrait vous demander de payer des impôts qui ne seraient pas exigés si elle avait reçu le formulaire à l'avance. La décision, après ça, donc comme on a dit, un délai qui peut aller jusqu'à 8 semaines, plus long aussi parfois. Aussi, on a une note de notre comptable avec qui on a parlé. Mais si vous recevez une lettre confirmant que la RC a reçu le formulaire, attendez-vous à des délais supplémentaires. Parfois, c'est ça qu'ils font quand c'est très, très chargé et qu'il va y avoir un peu plus de délais d'attente. Mais au moins, vous savez que le formulaire a bien été reçu. Vérifiez toujours auprès du cabinet médical 2 semaines après avoir rencontré le médecin. Il se passe des choses et le formulaire peut être avoir perdu ou quelque chose comme ça. Donc, s'assurer que ça a bien été envoyé et que ça ne traîne pas juste sur un bureau. Après ça, si la demande est approuvée, comme on a dit, ça se peut que dans quelques années, il y a un besoin de re-remplir le formulaire. D'habitude, ça arrive environ toutes les 5 ans, mais ça peut être plus court que ça peut être plus long que ça peut être jamais. Donc, ça s'agit juste de refaire la procédure et de continuer comme normal.
Il existe de nombreux organismes qui vous aideront à remplir le CIPH moyennant une rémunération. Il peut sembler intéressant que les frais dépendent de l'approbation du CIPH, mais il s'agit généralement d'un pourcentage du remboursement d'impôts au titre du CIPH que vous recevez, y compris pour les années précédentes. Ne faites pas ça, c'est la recommandation qu'on a eue du comptable. Le pourcentage prélevé est totalement disproportionné par rapport à l'effort fourni. Pour ceux qui connaissent le formulaire, la procédure est simple. Donc, adressez-vous à un comptable de bonne réputation à qui vous faites confiance et demandez-lui dès le début le coût pour qu'il complète le formulaire pour vous aider. Nous avons aussi créé des modèles de lettres de présentation, comme j'ai dit, et encore une fois, attention à ne pas copier exactement le modèle fourni. Si la RC reçoit de nombreuses lettres identiques, c'est sûr que ça paraît pas bien. Ça peut amener des soupçons et à des retards considérables pour que les demandes soient révisées. Donc, merci beaucoup surtout à nos bénévoles et à Valérie et aussi à Rosemary, deux infirmières avec qui on a consulté pour essayer de créer ce document qui est maintenant disponible pour vous en ligne sur le site de Cancer de la vessie Canada. Donc, vous pouvez parcourir le document dès maintenant et on va envoyer le lien, comme j'ai dit, dans le chat, comme ça vous avez accès à tout. Et merci de votre attention ce soir. Nous allons maintenant passer à une session de questions. Donc, veuillez écrire les questions dans le chat et je pourrai les lire à Valérie. Donc, je vais regarder maintenant. Je pense, Marie-Lou, on avait, je pense, de la région de Québec, là, qui a expliqué qu'elle a justement eu euh, elle a eu une néo-vessie pendant 5 ans avant d'avoir sa stomie urinaire. Puis quand elle a appliqué pour le crédit d'impôt, une fois qu'elle avait sa stomie, en fait, on lui a accordé les 5 années précédentes là, parce que justement, elle avait eu une déficience. Fait que c'est un bel exemple, en fait, de rétroaction. Merci beaucoup, Madame, de partager cette information avec nous. Je vais en profiter parce que j'avais vu la question, Marie-Lou. Il nous avait demandé, là, est-ce que c'est le médecin qui doit envoyer directement sa partie à l'Agence du revenu? Mais d'abord, il faut savoir qu'on n'envoie pas une partie et une autre, là. Il faut envoyer le tout. Fait que tout doit être envoyé en même temps. Et ça peut être effectivement, comme Marie-Lou l'a mentionné, là, c'est souvent le médecin qui va envoyer le formulaire une fois complété, mais ça pourrait être vous aussi. Fait qu'il faut juste s'entendre là avec le médecin, mais c'est certain que le formulaire doit être complètement complété, là, signé de sa part là, pour que ce soit fait. On a une question ici. Donc, faire la demande Ah! pour le programme Mhm. d'appareil pour les personnes stomisées peut-il nuire au crédit CIPH? Est-ce qu'on peut demander les deux? Alors, la demande, le programme pour les appareils des personnes stomisées, c'est un programme provincial. Alors, il faut juste comprendre que c'est vraiment pas la même enveloppe et ça n'a pas la même visée. Ça vient un peu rejoindre ce que je disais tantôt quand je disais, il faut pas que le médecin, ou insistez pas, puis demandez pas au médecin, puis de dire, oh mon Dieu, ça me coûte tellement cher, puis non, 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 puis c'est pas ça. Parce que, en fait, le programme d'appareillage pour les personnes stomisées au niveau provincial, peu importe où vous êtes au Canada, là, il y a un programme provincial pour ça qui est plus ou moins généreux selon la province où vous êtes. Mais le but de ce programme-là, c'est d'aider justement à fournir les appareillages pour qu'on puisse s'occuper adéquatement de sa stomie. Est-ce que c'est suffisant? Ça, c'est un autre débat, mais c'est la visée de ce programme-là. Ça ne vous empêche absolument pas de faire la demande pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées, puisque la visée de ce programme-là au niveau fédéral, c'est vraiment de venir pallier, de venir compenser la déficience et l'impact qu'a cette déficience-là sur votre quotidien. Donc, c'est vraiment deux visées différentes et c'est tout à fait compatible. Donc, vous pouvez faire la demande pour les deux. Est-ce qu'on avait d'autres questions dans le chat? Je n'en vois pas d'autres, mais je vais laisser une petite seconde pour que tout le monde puisse poser une question. Je vais en prendre une de nos questions qu'on avait reçues ici en ligne. Quelqu'un avait mentionné, dans mon journal, est-ce que je peux inclure le temps d'attente qui est nécessaire pour recevoir des accessoires comme des cathéters ou des sacs? Est-ce que ça constitue temps excessif pour mon handicap?
C'est une excellente question, hein. On a eu ça hier comme question, puis effectivement, là, ça peut être calculé. Fait qu'il faut penser aussi à l'approvisionnement. Je pense que cette question-là venait de quelqu'un qui avait à faire de l'autocathétérisme, soit sur une poche de Diana, ou en tout cas, il y avait plus dans ce style-là. Donc, oui, tout à fait. Fait que le temps d'aller, puis on pourrait, à la rigueur, mettre ça aussi pour les personnes stomisées qui ont besoin de se procurer du matériel. Donc, il faut penser aussi à le temps d'acheter son matériel, le temps de le recevoir, etc. Là. Vous ne pouvez pas juste aller à la toilette. OK? C'est un peu ça, là. Fait qu'il faut vraiment venir documenter puis calculer tout ce qui entoure, en fait, l'élimination, l'évacuation d'urine, comparativement à une personne qui n'a pas de dérivation urinaire. Fait que si vous devez, par exemple, vous faire des irrigations, hein, au niveau d'une néovessie qui demanderait justement des irrigations, bien, il faut penser à ce temps-là, là, où on fait ces irrigations-là, etc. Fait que quand on veut justement faire la démonstration du temps excessif, c'est des choses là, qui peuvent justement être documentées. Parfait, on a une petite question dans le chat. Je pense qu'on a beaucoup aimé ton PowerPoint, Valérie. Donc, ça va être disponible après le webinaire. Pour ceux qui sont intéressés à recevoir le diapositif, je vais ajouter une petite fiche ici à la fin de notre webinaire pour un sondage de satisfaction. Ça vous donne l'option dans le sondage de nous donner votre courriel. Donc, si vous voulez recevoir le diapositif, vous pouvez juste cliquez sur le lien du sondage, ajoutez votre courriel, mentionnez que vous voulez recevoir le diapositif. Ça me fera plaisir de vous l'envoyer après la présentation. OK? Et un autre point excellent ici qu'on a dans le chat, il faut aussi penser qu'il faut toujours avoir avec soi un échange de vêtements au cas où on a des fuites de notre appareil de stomie. Donc ça, je pense qu'on en avait parlé un peu, mais oui, le temps pour les fuites, pour les problèmes d'incontinence, c'est quelque chose à détailler dans votre journal pour que votre médecin inclue ça dans votre demande de CIPH. Exactement. Puis l'impact que ça a sur votre préoccupation quotidienne de tout le temps. Hein? On a normalement, quand on n'a pas de diversion urinaire, si on n'a pas de problème d'incontinence, on n'est pas tout le temps en train de se demander si on a une fuite, si on a. Donc, ça a un impact là, nécessairement sur votre vie quotidienne constante, là, de cette préoccupation-là, de s'assurer qu'on est au sec, qu'on a ce qu'il faut pour se changer, etc. Oui, en voyage, savoir où sont les toilettes. Euh, alors, il y avait quelqu'un, je pense hier, à Marilou, qui avait posé la question justement, est-ce que le fait de devoir justement être retardé un peu dans les aéroports, quand ils passent, entre autres, là, les détecteurs, là, ça peut provoquer des questions, ça peut retarder le passage là, de la sécurité. Alors, si c'est juste un voyage de temps en temps pour les loisirs, ben c'est sûr que ça a pas vraiment sa place là, de mentionner ça. Mais si pour justement, vos déplacements quotidiens, etc., ou hebdomadaires, vous êtes justement appelé à utiliser beaucoup ce genre de moyens de transport, ben c'est sûr que ça a un impact là, sur votre vie quotidienne là, par rapport à la gestion de ça. C'est probablement pas si fréquent que ça, mais c'est comme ça. Oui. OK. Alors aussi, la durée, justement, le prolongement des déplacements en voiture, parce qu'il faut s'arrêter, il faut aller là, justement éliminer. Fait qu'il faut penser à tous ces éléments-là. Merci d'avoir des belles pistes là, pour aider les gens. Certainement. Puis une dernière question parce qu'on l'a eu hier dans le webinaire anglophone, puis je pense que c'était intéressant et important à noter. Quelqu'un avait demandé, est-ce que mon pharmacien peut remplir ma demande de CIPH? Malheureusement, non. Alors, il faut que ce soit un professionnel de la santé qui est habilité et pour être habilité, en fait, c'est l'Agence du revenu du Canada qui établit qui peut justement certifier votre demande. Alors, ça peut être vraiment l'infirmière praticienne et ou votre médecin. Mais le pharmacien, malheureusement, ne peut pas, tout comme votre infirmière stobothérapeute ne peut pas pour l'instant. On travaille fort pour qu'on puisse,
au niveau, fédéral, là, mais pour l'instant, on peut pas, à moins que votre infirmière stomothérapeute soit praticienne aussi. À ce moment-là, à titre de praticienne, tout à fait, elle va pouvoir le faire. Eh bien, parfait. Eh bien, merci Valérie pour les réponses. Je pense que c'était ça côté questions. Donc, on va passer un petit peu à la fin de notre session. Je vais repartager mon écran ici. D'accord. Donc, nous espérons que vous avez bien apprécié cette session. Et merci encore énormément à Valérie pour votre présentation. Donc, les prochaines sessions, le 6 août, nous organisons un webinaire avec notre partenaire QCRO intitulé Participer à un essai clinique, une option pour moi. Ce webinaire sera animé par Catherine Vessier, gestionnaire de projet sensibilisation recherche clinique chez QCRO. Le but de ce webinaire sera de démystifier la participation aux essais cliniques et de connaître les services pour chercher un essai clinique au Québec. Dans le chat, Teresa va partager le lien pour vous inscrire au prochain webinaire, ainsi qu'un lien pour un petit sondage de satisfaction. Donc, vous pouvez répondre au sondage de satisfaction si vous voulez le diapositif, ou aussi, on a ici l'adresse info-cancer-de-la-vessie-canada.org. Si vous envoyez un petit courriel là, c'est moi qui va vous répondre et je peux vous l'envoyer aussi. Donc, juste me dire que vous aviez participé à la session et que vous étiez intéressé à voir la présentation après. Donc, si vous avez besoin de services adaptés pour répondre au sondage de satisfaction ou si vous avez d'autres commentaires ou questions, veuillez nous appeler au 1-866-674-8889 ou nous envoyer un courriel à info-cancer-de-la-vessie-canada.org. Un enregistrement de ce webinaire sera disponible sur notre site Web et notre chaîne YouTube dans les semaines à venir. Merci à notre commanditaire EMD Sereno et merci encore à Valérie Chaplin d'avoir partagé ses connaissances sur le crédit d'impôt pour personnes handicapées avec notre communauté. Nous vous en sommes très, très reconnaissants. Et merci à tous d'être venus à cette session. On espère que vous passez une excellente soirée.